cette table ronde qui traitera des tendances actuelles de l'urbanisme. Merci tout particulièrement à nos témoins. Ce que je vous propose dans un premier rang, c'est de faire un rapide tour de table pour vous présenter. Donc, Grégory. Donc, oui, ça fonctionne. Grégory Berkovitch, je suis avocat associé principal et président du groupe GB2A, qui est un groupe de sociétés de conseil dans le domaine juridique, financier et stratégique. Alexandre Chirier, je dirige une filiale d'Action Logement, la petite dernière de ce grand groupe qui s'appelle Foncière de Transformation Immobilière. Nous sommes spécialisés dans la transformation, dans l'accompagnement et la transformation bureau en logement notamment et d'un ensemble d'actifs économiques. Emmanuelle Carrier, je suis une des cofondatrices de Builders. Builders, c'est une start-up, on peut même dire une scale-up aujourd'hui, qui accompagnons les maîtres d'ouvrage sur des outils avec IA pour faire plus d'opérations immobilières et surtout des opérations immobilières de meilleure qualité. On va avoir l'occasion d'en parler. Étienne Dupuis, bonjour à tous. Je dirige une petite entreprise de 1000 personnes qui s'appelle Nood. Nood, contraction de Neighborhood. Et donc c'est l'opérateur immobilier de l'association familiale Mullier. Donc en charge, entre autres, du portefeuille Citrus. Bonjour, Emmanuel François. Donc je suis président cofondateur de la Smart Building Alliance, association qui réunit plus de 500 acteurs autour des problématiques ou thématiques transition numérique et transition environnementale. Merci Emmanuel. Je tiens à préciser qu'on aura 10 minutes en fin de séance de questions-réponses. Alors, dans un premier temps, interrogeons-nous sur les différents acteurs de la fabrique de la ville. Est-ce que, selon vous, ils ont une vision commune ? Étienne, si vous voulez ouvrir le bal. Je prends cette première question avec un grand plaisir, parce que je dirais que les cas sont très variés, donc on ne va pas répondre, ça dépend. Mais j'ai envie de vous partager le fait que, plus qu'ils ne le pensent, ou le disent parfois, et l'expérience que j'en ai, c'est que ce sont des problématiques parfois d'enjeux temporels. Et à partir du moment où vous êtes un acteur un tout petit peu plus long terme, et que vous parlez tôt, eh bien, il y a pas mal de convergences qui sont intéressantes. Je prendrai l'exemple de Bordeaux, où nous avons échangé depuis très longtemps sur nos enjeux de transformation urbaine, de transformation du commerce en lieu de vie à impact positif et avec une mixité d'usage indéniable. Et cette coopération a été naturelle avec les équipes techniques. Et il s'est trouvé qu'avec le changement de couleur de la mairie, nous cochions toutes les cases. Et donc nous avons une approche finalement très alignée. Et ça surprend. Mais en fait, plus on se parle et plus on se parle tôt, plus on a des chances d'être aligné. Voilà, ce serait mon message clé. Parfait. Grégory ? Oui, je vais apporter une touche de contradiction, parce que j'ai le sentiment que c'est pas tout à fait une vision commune, mais ça s'améliore. Je nuance un peu. Il y a quand même aujourd'hui, dans la fabrique de la ville, des silos qui communiquent peu, qui d'ailleurs n'ont pas les mêmes calendriers, qui n'ont pas les mêmes temporalités, pas vraiment les mêmes enjeux, même si les enjeux affichés et la sémantique est souvent commune. Et au fond, ce que l'on constate quand je dis que ça va quand même un petit peu mieux, c'est que les projets dits Smart City, on reviendra sans doute sur cette sémantique-là, derrière laquelle on peut aussi loger pas mal de choses, eh bien, dans les projets Smart City, on crée de la transversalité. On a, à défaut de faire des grandes révolutions, en tout cas une révolution organisationnelle, c'est que dans ces projets-là, par définition, on est obligé de penser les choses un peu globalement et de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et dans le même temps. Voilà, je pense qu'il y a deux divergences. Il y a une divergence de communication et il y a une divergence de temporalité. Très bien, deux avis qui se complètent, on va dire. Grégory, vous parliez d'un monde de l'immobilier relativement siloté. Comment fluidifier la communication ? Vaste question. Oui, alors j'en ai dit un mot à l'instant, et les autres intervenants ont sûrement des idées, parce que finalement, il y a plein de façons de fluidifier la communication. Créer une communauté d'enjeux autour d'un territoire.
C'est-à-dire essayer de dessiner une vraie stratégie territoriale. Et une stratégie, c'est aussi un renoncement. Et ça, c'est le rôle sans doute des élus locaux. Alors, est-ce que ce rôle, ils le tiennent totalement ? Ça, je ne vais surtout pas me permettre de répondre à la question, même si je viens de le faire. Mais en tout cas, s'il y a véritablement, comment dirais-je, un rôle majeur dans la création de liens de communication entre les acteurs de la fabrique de la ville, c'est évidemment le rôle des élus locaux au premier chef. Alexandre, petite réaction ? Alors, je pense effectivement, j'utilise souvent moi, le terme de silotage dans l'immobilier. Donc nous, la foncière, très très rapidement, on fait un peu tous les métiers pour arriver à tenir l'objectif que nous a assigné le groupe, à savoir produire massivement du logement, notamment du logement abordable. Donc on fait un peu le PF, un peu l'aménageur, un peu l'investisseur, un peu le promoteur, un peu le bailleur. Alors quand on dit on fait pas la promotion, mais notre enjeu, c'est de bien comprendre les modèles économiques et les stratégies des opérateurs. Parce qu'on a effectivement une confrontation de calendrier, de temps, d'enjeux qui font qu'on perd énormément de temps. Pour aller très vite, vous êtes propriétaire ou asset d'un actif immobilier tertiaire qui reste à une valorisation nette comptable très très forte, alors qu'on sait tous que cet immeuble-là, si on veut le vendre, on aura, allez, je vais être gentil, extrêmement de mal à l'arbitrer à ce prix-là, mais voilà, on a capacité dans un portefeuille à repousser le risque. L'embêtant, c'est que ces actifs-là, ils restent vides ou mal occupés, ils se dégradent de plus en plus et paupérisent l'ensemble du territoire. Et après, donc, on arrive à des confrontations. Le promoteur qui se dit chic, tiens, un truc à transformer, j'y vais, qui est sur un modèle de rotation rapide des fonds propres, donc qui veut aller très vite. La collectivité qui n'a pas forcément préparé les choses, etc., etc., etc. Donc effectivement, on a ce devoir de vouloir aligner les choses. Pour pas être trop long, parce que où chacun s'exprime, je pense qu'une des clés, on cherche tous les bonnes solutions pour produire du logement, faire de la ville acceptée, retrouver de l'acceptabilité, voire de l'appétit dans la construction. Et je pense que la compréhension des marchés et des modèles économiques des acteurs et la capacité de chacun de se remettre un petit peu en cause dans son modèle économique pour s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui, elle est essentielle, sans quoi on ne recréera pas cette dynamique dans les territoires. Il faut que les acteurs soient en capacité d'accompagner les territoires et le portage politique par les élus. D'accord. Grégory, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais juste réagir sur un point très très rapide. C'est ce que vient de dire mon voisin de gauche est intéressant, je trouve, en particulier quand il dit on est un petit peu ci, un petit peu ça. Il y a de plus en plus une confusion des acteurs. Les acteurs avant avaient des métiers bien séparés entre l'aménageur, le promoteur, etc. Aujourd'hui, il y a plus de confusion. Et d'ailleurs, il y a un nouveau terme qu'aujourd'hui on utilise beaucoup, c'est je suis opérateur immobilier. Je ne sais pas si vous avez déjà... J'ai croisé tout à l'heure, évidemment, à table, des dizaines d'opérateurs immobiliers qui font d'ailleurs pour certains des métiers très divers. Je vois de quoi tu parles. Mais oui, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que ce rôle d'intégration, il est de plus en plus assumé par des gens qui ont un métier d'origine qui est différent et qui finissent par en faire plusieurs. Donc c'est intéressant du point de vue organisationnel. Ça dit quelque chose sur ce besoin d'intégration. Ok. Emmanuel, vous voulez rajouter ? Oui, je veux bien rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et juste là, c'est donc la fabrique de la ville. Je pense qu'il y a un axiome, déjà, c'est que le numérique est devenu une partie intégrante de notre société. Et je pense qu'il faut vraiment l'accepter. Et à partir du moment où on a accepté cet axiome, c'est dire quelles sont les conséquences sur la société. Parce que la ville, elle est là pour héberger la société, pour la vie en société. Et à partir du moment où notre société évolue du fait d'un fait majeur, c'est le numérique, le digital, eh bien comment, effectivement, je repense la ville à partir du numérique. On a vu, et Stéphane Lefay l'a bien signifié, c'est que tout est en train de changer. Il a parlé de révolution. Et moi-même, je n'ai pas de honte à parler de révolution. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que... et pour revenir sur la notion de silo, eh bien, aujourd'hui, on applique le numérique, mais de manière silotée. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et on empile des solutions, ce n'est pas durable. Et au contraire, on va créer un désamour par rapport à l'ensemble des acteurs, à commencer par l'usager. Et donc, je pense que pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il faut une démarche, et je dirais même un schéma directeur numérique. Sans schéma directeur numérique,
on ne pourra pas fabriquer la ville telle qu'à l'heure du XXIe siècle. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que nous, ce qu'on pense, c'est justement que le numérique peut être aussi un outil au service du décloisonnement, pour revenir à la question du silo. Ce que vous disiez tout à l'heure et ce qu'on voit au quotidien, c'est qu'on a des opérations avec un moment, un alignement un peu magique, un maire, un opérateur immobilier, un maître d'œuvre, qui ont compris les enjeux d'un territoire et qui vont arriver à faire des opérations extraordinaires. Donc déjà, bonne nouvelle, ça nous arrive de réussir à faire des opérations extraordinaires. Quand même. Et puis, il y a le quotidien, parce que juste la bonne conjonction de personnes, ça ne fait pas process. Et aujourd'hui, on a des dizaines d'opérations immobilières partout, dans toutes les villes. On a besoin que ces opérations présentent plus de gages de qualité, de gages environnementaux, de gages de qualité de vie. Donc pour nous, l'enjeu, c'est comment sur chaque opération, pas juste en comptant sur le fait d'avoir les bonnes personnes, on arrive à amener cette qualité. Et on pense que là-dessus, on a dit, il y a des questions de temporalité. À un moment, il faut pouvoir raisonner vite, il faut pouvoir faire des itérations qui soient rapides entre le propriétaire et ses enjeux financiers, le promoteur et son besoin de roulement rapide, l'élu qui est le garant finalement de la vie commune. Et là-dessus, pour nous, l'outil numérique, la simulation, est une façon de pouvoir faire des itérations rapides et mettre les bons acteurs autour de la table. Ok. Et justement, au regard de toutes ces opérations, est-ce qu'il y a des nouveaux modèles d'habitat urbain qui émergent spécifiquement ou pas? C'est une vaste question. Il y a beaucoup de créativité dans l'offre de logement pour s'adapter aux différents parcours. Donc, pour une part, et aujourd'hui, on bouge tous dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans tous les moments de vie. Effectivement, on trouve toute une sorte de produits. Alors, les noms, je sais pas, le co-living. Est-ce que vous savez le nombre de concepts de co-living qu'on nous présente de manière régulière est assez impressionnant. Après, au bout d'un moment, on a du mal un peu à s'y retrouver. Quel est le facteur de différenciation? Chacun y arrive. Le danger, on a le droit, on a dit qu'on faisait un petit peu de piment dans l'échange. Le danger, c'est qu'on a aussi cette offre d'habitat présentée comme novateur pour contourner les PLU et donc la non-acceptabilité de produire du logement à certains endroits, et avec les dangers que ça peut avoir. Moi, j'en ai vu un d'opérateur de co-living, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, parce qu'après, il va en vouloir, qui est venu m'expliquer qu'il avait trouvé un truc génial. Sa programmation, c'est la même qu'un immeuble de logement familial. Donc, il y a des T1, T2, T3, T4, T5. Tout est en co-living, c'est vendu à des particuliers en défisque et géré par un opérateur devant. Donc c'est le modèle Pierre et Vacances, les trucs qu'on a connus, les résidences étudiantes de départ, etc. On sait tous comment ça finit quand c'est mal opéré à la fin. Voilà. Donc la question, je vous renvoie la question sur vos modes d'habitat. Il faut effectivement s'adapter aux divers parcours. Je pense que l'enjeu qu'on a aujourd'hui, on a vu les différents rapports qui sont sortis. Je crois que vraiment, il ne faut pas être caustique par rapport à l'enjeu de la qualité de ce qu'on produit, que ce soit du logement familial ou autre, qualité de ce qu'on produit pour les personnes qui vont être dedans, et aussi pour les externalités que ça apporte au quartier. Parce que c'est ces externalités-là qui vont permettre l'adhésion, ou en tout cas réfréner les oppositions à ce qu'on va mettre en œuvre. Okay. Est-ce que je peux apporter juste un petit complément? Bien sûr. Par rapport à ce sujet, je dirais un nouveau modèle habitat urbain, mais pourquoi? Et en fait, je pense que c'est face à 3 défis majeurs. Économiques, parce qu'on voit bien que de plus en plus, c'est difficile de se loger, pas seulement en France, au niveau européen. Ensuite, environnemental, parce qu'il y a cette empreinte environnementale et c'est pas peine d'en parler. Et puis sociétal aussi, parce qu'en fait, on est arrivé dans une société où les gens ne se parlent plus et restent cloisonnés plus dans leur logement. Et donc là, face à ces 3 défis, je pense qu'on va vers effectivement des nouveaux modèles d'habitat urbain où on va essayer premièrement de recréer de la mixité d'usage avec un habitat avec à la fois un habitat partagé et un habitat propriétaire, dans des espaces partagés et propriétaires, et des habitats où on va dissocier le foncier du bâti. Et puis enfin, où on va plus raisonner uniquement à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle du quartier, avec des communs qui seront partagés non plus à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle d'un quartier, pour recréer cet environnement social. Et donc c'est dans ce sens-là qu'effectivement, je pense qu'on va vers... J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Rebondissez.
C'est exactement l'enjeu de programmation, de transformation de sites de type commerçants, galeries et autres, ou de sites friches industrielles. Et donc, j'ai une première remarque par rapport à ce que tu disais, qui est de se dire qu'effectivement, la mutualisation de certains équipements est aussi une partie de la solution. Je prends l'exemple de la Maillerie, qui est la friche industrielle des Trois Suisses dans le Nord, que nous avons requalifiée. Nous livrons les premiers logements. Eh bien, vous êtes commerçant, vous êtes visiteur, vous êtes employé de bureau, vous êtes habitant. Vous avez un parking, qui est un parking en silo, pour le coup, mais partagé. Partagé, foisonné. Ça veut dire que si vous achetez un appartement dans cette zone, vous avez un droit d'usage du parking, mais vous n'avez pas un parking. Et donc votre parking, quand vous le libérez le matin pour aller au travail un peu plus loin, eh bien, il est disponible pour les gens qui viennent travailler. Donc cette notion de mixité d'usage et d'optimisation d'objets qui ont un impact carbone qui n'est pas négligeable en général, même si sur ce quartier nous avons fait zéro déchet, énormément de réemploi, c'est un enjeu important. Et pour revenir sur les formes, y a un truc que l'immobilier finalement a pas toujours bien fait, paradoxalement, en tout cas en tant qu'industrie, c'est le marketing. C'est-à-dire écouter la demande, poser des questions, être humble par rapport aux réponses et vraiment écouter. Et il se trouve que nous, étant opérateurs commerçants au départ, au service des commerçants au départ, il y a un truc qui s'appelle comprendre sa chalandise. Et ça fait 60 ans qu'on le fait. Et je vous encourage à regarder ce qu'on fait aussi en termes d'enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes avant les enquêtes publiques pour comprendre ce que veut le territoire. La gare de Vigo, nous avons programmé une salle des fêtes, une salle d'exposition, un skatepark dans l'opération qui est une opération de reconversion urbaine. Je vous invite à visiter si vous pouvez, à Vigo en Espagne. C'est construit sur une gare. L'opérateur local Adif, l'équivalent de la SNCF espagnole, est ravi. La mairie est ravie. Les habitants sont ravis. Et le centre fonctionne très bien. Donc, quelque part, l'enjeu du digital, c'est aussi probablement une capacité à avoir beaucoup plus de data pour faire du marketing bien mieux. Et le marketing, c'est pas de la pub, c'est de l'analyse de la demande. Merci. Juste pour rebondir là-dessus, deux remarques. D'abord, effectivement, les espaces publics et les espaces privés sont en train, et le numérique là-dessus a un rôle fondamental, d'opérer une certaine, comment dirais-je, unicité. On pense les espaces publics et les espaces privés aujourd'hui de manière commune. Alors, on est encore très très loin de ce qu'on est en train de rêver là. Parce que dans la vraie vie, même les espaces publics, ils sont pensés par des gens différents à des moments différents. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la même rue, vous avez 3 fois de suite des travaux. Mais en théorie, et en théorie tout va bien, on le sait, en théorie, il est possible, grâce aux outils d'aujourd'hui, de penser effectivement ces espaces communément, notamment pour les optimiser en termes d'occupation. Donc il y a un enjeu économique, social et environnemental. Il faut aussi penser ça dans la durée. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le Central à Saclay, une opération sur laquelle on a la chance de travailler et qui a été pensée de manière très intéressante par l'aménageur, puisqu'il a dit au promoteur: vous allez me promettre le plus beau quartier du monde, vous allez voir, ça va être formidable, il y aura plein d'usages, il y aura plein de services, ce sera une ville servicielle, décarbonée, smart, tout ce qu'on veut, mais vous allez me le garantir pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant une durée longue, vous allez, vous, promoteurs, vous engager en commun et solidairement à ce que ça marche, pour voir si effectivement vous êtes en capacité de démontrer la résilience, la réversibilité, etc. Donc c'est un projet que certains dans cette salle connaissent un peu. C'est un vrai challenge. C'est un grand enjeu, et c'est pas du tout naturel de faire comme ça et de penser la ville comme ça, mais c'est vrai que c'est une opération qui, de ce point de vue-là, pourrait être tout à fait exemplaire. Et juste pour finir, moi j'ai la chance ou le malheur d'être originaire et de vivre une partie de mon temps dans une ville de province. Il y a une chose aussi, c'est qu'ailleurs qu'en Île-de-France, les nouvelles formes d'habitat urbain vues de l'usager, c'est-à-dire si on demande aux gens ce qu'ils veulent, c'est de la maison individuelle. Il faut se rappeler de ça. C'est-à-dire que le vrai enjeu qui va être le nôtre, ça va être de créer de la densité urbaine avec de l'habitat individuel. Non, mais voilà. Et si quelqu'un a une très très bonne idée là-dessus, il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Voilà, merci.
Il faut concevoir les appartements comme des maisons. C'est plus ça. Non, mais c'est un peu provoque, mais il y a des archis qui développent des réflexions là-dessus. C'est comment cette question d'usage, comment on retrouve un confort d'usage dans un immeuble collectif où on va pouvoir avoir une grosse partie de ce qu'on peut trouver en maison. Voilà. Mais c'est un enjeu parce qu'au final, que ça soit le numérique, enfin tous les sujets, au final, on construit pour que des gens y habitent, s'y sentent bien, y travaillent, et il faut répondre aussi à ces aspirations, même s'il faut un petit peu convaincre pour ne pas aller forcément sur ce qui est visualisé au départ. Par rapport à ce que vous disiez tous les deux, ça veut dire qu'il y a une nouvelle définition de ce qu'on appelle les communs. Et j'ai envie de vous partager des premiers exemples que j'ai vus il y a quelques années aux États-Unis, où il y avait une compétition incroyable entre opérateurs de résidences, où ils se sont mis à développer des rooftops. Et vous habitiez dans un appartement, mais vous aviez mieux que votre propre jardin de maison individuelle. Vous aviez un rooftop avec un jardin, un bar, une piscine et éventuellement des événements. Bon, ben voilà. C'est quelque part comment faire pour que la personne qui a envie de vivre en maison individuelle abandonne un jardin qui parfois est un peu difficile à entretenir, etc., pour une solution qui est gérée et qui est un vrai service, compris, valorisé, du coup, ensuite. Et tout l'enjeu, puisque je sais que vous allez nous poser, parce qu'elle est là, derrière, elle nous guette la question du zéro artificialisation nette. La question de comment on fait pour réussir cette densité, celle avec laquelle tout le monde est d'accord, quand on en parle en théorie, mais qui angoisse tout le monde une fois qu'il faut la mettre en pratique. Alors, nous, on s'est amusé avec notre IA à faire un petit calcul. Déjà, premier élément intéressant, le zéro artificialisation nette, c'est possible. Un petit exemple, rien que dans le Grand Paris, à moins d'1 kilomètre des gares du Grand Paris, sans rien changer à la réglementation, sans 1 euro d'aide publique, ce qui compte, on peut construire aujourd'hui 45 000 logements. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on ne construit pas. D'une part, on ne construit pas de collectif, parce que l'individuel se porte pas trop mal. La dernière fois que j'ai regardé, on ne construit pas. Pourquoi ? D'une part, parce qu'effectivement, comme vous l'avez tous dit, à chaque fois qu'on donne la possibilité à quelqu'un de choisir une maison, il va choisir plutôt une maison. Et par ailleurs, pour les habitants existants, un projet de collectif qui s'installe, c'est de manière rarissime une bonne nouvelle. Donc comment on fait pour recréer cette envie ? Vous l'avez tous dit. Et comment on le fait pour le créer au-delà des projets démonstrateurs ? Moi, je vois, j'ai quelques exemples, effectivement, de super beaux logements avec un chouette rooftop, accessible en plus, par exemple, à Nantes. Voilà comment on fait pour aller de quelques opérations à l'intégrer de manière systématique. Et quand on le dit l'intégrer de manière systématique, ça veut dire 2 choses. Quel process et comment on finance au quotidien ? Et on finance au quotidien en intégrant l'impact de cette qualité dès le début de la négociation, au moment du foncier, quand on a un levier encore sur le budget de l'opération. Merci. Pardon, ça me démange. Je rebondis sur l'enjeu du numérique. Pourquoi on n'y arrive pas, entre guillemets aussi ? C'est parce que le bon prix n'est pas le bon prix. Si on priçait vraiment l'artificialisation des sols en termes d'impact que ça a sur l'environnement, le prix de la maison individuelle, ça deviendrait beaucoup plus cher. Et là, il faut mesurer les impacts carbone. L'impact carbone de faire de l'étalement urbain, c'est absolument colossal. Versus ce qu'on évoquait dans la conversation, versus un sol vivant qui, lui, stocke du carbone. Autrement dit, nous, sur notre patrimoine, on est plutôt dans des logiques où on va désartificialiser. Et pour désartificialiser, il faut accepter effectivement de la densité, mais l'accepter avec volontarisme, parce qu'on peut faire de la densité et de la qualité. Mais vraiment, l'enjeu, c'est quelque part de commencer en tant que société à pricer les externalités négatives qui, aujourd'hui, sont pour les autres. Voilà, tout simplement. Et le coût économique de l'étalement urbain, parce qu'on parle du coût écologique, mais il y a un coût économique considérable. L'étalement urbain autour des grandes villes, des métropoles, voire des villes moyennes, c'est un coût de service public notamment, c'est un coût de mobilité, c'est un coût qui est colossal, avec un service apporté aux habitants qui, quoi qu'on fasse, ne sera jamais à la hauteur de leurs attentes. Parce que dans l'étalement urbain, il y a un autre paradoxe, c'est que les gens qui vont à 30 km de la ville, ils veulent les services de la ville parce que ce sont des urbains. Ce ne sont pas des ruraux, ce sont des urbains. Et ils attendent des services urbains, c'est-à-dire les mêmes qu'en ville. Et pour fournir évidemment les mêmes services, c'est impossible économiquement. Ça ne peut pas fonctionner, cette équation-là. Donc il y a un enjeu écologique évident, il y a un enjeu économique évident. On va quand même contre beaucoup de freins.
alors je vais faire l'avocat 2 minutes, on va contre des freins juridiques. Le Code de l'urbanisme vient d'introduire le zéro artificialisation nette comme un objectif. Alors bon, c'est pas mal parce que ça s'impose du coup à tous les documents d'urbanisme futurs. Oui, il faut le garder à l'esprit. Hein, quand on connaît la durée de maturation d'un document d'urbanisme, bon, quand on parle d'un enjeu à 2050, on est même optimiste. Premier point. Mais au moins, on a, j'allais dire, une accroche juridique. Bon, on a une accroche juridique désormais. Mais cette accroche juridique, elle va à l'encontre de tous les autres freins juridiques. Alors, je pourrais en citer un ou deux. L'obtention des permis de construire quand on veut reconstruire la ville sur la ville. Il y a un frein juridique, il y a un frein politique, il y a des durées de recours des tiers qui sont de toute façon incompatibles avec la promotion immobilière. Donc, il faut le dire, ça. Et donc, les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils voient tous les obstacles qu'il y a à obtenir un permis de construire pour reconstruire la ville sur la ville, ce qui est en plus techniquement beaucoup plus dangereux, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour ceux qui ont construit 2-3 trucs ici, de le faire sur une parcelle vierge que de le faire là où il y a déjà des immeubles, des voisins, des concessionnaires de réseau, enfin tout ça. Donc, par définition, c'est plus difficile juridiquement et plus difficile techniquement et moins acceptable socialement. Et tant qu'on n'arrivera pas à lever au moins les freins juridiques, parce que ça c'est à notre portée, on n'y arrivera pas. Et parmi les freins juridiques, j'en citerai un second, c'est les friches. Aujourd'hui, on parle beaucoup des friches urbaines, mais la qualification juridique de la friche urbaine n'existe pas. Et la plupart du temps, vous avez des friches, des dents creuses qui perdurent pendant des années parce que leur définition juridique ne correspond pas à l'usage qui peut être le leur. Et parce que les temps de modification de ces qualifications juridiques sont tellement longs que de toute façon, on n'est pas dans le temps de la promotion et on n'est pas dans le temps de la construction. Donc là, il y a vraiment s'il y a une réforme à mener, c'est celle de l'accélération juridique de la reconstruction de la ville sur la ville. Ça, c'est effectivement une phrase très importante. Je valide. Parce qu'effectivement, aller vers zéro artificialisation, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour effectivement faire des ghettos en périphérie urbaine, c'est juste une ineptie. Donc, je suis complètement d'accord. Il faut aller vers effectivement revitaliser les centres-villes et déconstruire la ville. Donc, en fait, d'où l'enjeu de la rénovation. Et d'où l'enjeu effectivement de nouveaux modes de construction, notamment la construction hors site, qui permettra justement d'aller beaucoup plus vite dans la reconstruction de la ville. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut un vrai plan où, en périphérie de toute agglomération, on a planifié cette déconstruction, la reconstruction, avec notamment des cimenteries qui seront locales, décarbonées, avec des usines pour faire de la préfabrication et en fait aller sur un modèle qui n'est pas sur 80 ans ou 90 ans, mais sur 10 ans. Parce que aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut aller vite. Donc oui, ça fait partie de sujets qui sont majeurs. Moi, j'ai un vrai sujet. Je suis très fanat du hors-site. Après, j'attends sur la transformation de l'existant. Je suis en appel de compétences et de produits qui nous permettront effectivement d'aller plus vite dans la restructuration d'immeubles. Parce qu'on a un sujet quand on est en ville, c'est qu'un des gros freins, c'est aussi la pénibilité qu'on amène avec les chantiers qu'on va opérer. Donc c'est un vrai sujet. Au-delà de ça, je pense que les freins, nous on a été créés pour essayer de gérer ces freins-là, à la fois un modèle économique de démembrement foncier qui nous permet de créer une acceptabilité économique pour les bailleurs sociaux et le logement intermédiaire. On travaille aussi avec les promoteurs, pas en démembrement, mais on fait de la mixité. Mais surtout, au-delà du dimensionnement financier, ce que le groupe a demandé à travers l'outil, c'est d'apporter cette ingénierie de la complexité qui est globale. Et les freins, ils sont ensemble. Mais je le redis aussi, parce que je ne sais pas qui on a à l'auditoire, on a une brillante dirigeante d'une belle entreprise de promotion, une moyenne que j'ai reconnue là, etc. Je pense qu'on a vraiment un sujet de modèle économique. Le modèle, c'est pas une critique, c'est un constat. Le modèle de la promotion immobilière en logement est assez dérisqué en France. Conditions suspensives, VFA, quand on a pré-commercialisé, on a le financement. Par rapport à d'autres pays, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, je dis qu'il est plus dérisqué qu'ailleurs. Et il conduit, de fait, un peu à ne jamais re-questionner, parce qu'il y a la concurrence dessus, la rente foncière, le prix du foncier. Et au final, tout ce qu'on a besoin de mettre en œuvre, qu'on est en train de raconter là, ça demande des leviers économiques, mais on bouffe tout
sur la rente foncière. Donc on a un vrai sujet de se réinterroger ce modèle économique. Et on le voit rapidement. Parce quand que on est rapidement, mais je termine. Quand on veut retransformer, on achète des actifs qui appartiennent à des gens. Donc la question de pouvoir l'acheter avec ou sans conditions suspensives, elle se re-questionne beaucoup. Donc ça re-questionne l'ensemble des modèles économiques pour qu'on aille trouver les petits leviers, les petits trous de souris qui font qu'on va arriver à atteindre les objectifs qu'on évoquait là. Très bien. Je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Emmanuel, sans deux L. Tout à l'heure, on évoquait le digital et les flux matériels, les flux numériques. On peut parler de smart grids. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet d'intégration dans une smart city? Si, effectivement, il y a un vrai sujet dans le sens où on passe aujourd'hui avec le numérique d'une économie de stock à une économie de flux. Tout à l'heure, je disais une économie de la propriété, une économie de l'usage, c'est à peu près pareil. Et on reste avec ces vieux schémas. Donc en fait, il faut accepter de changer de modèle, de changer de logiciel. Aujourd'hui, on parle de smart grid. On est encore dans une approche centralisatrice. Je ne la remets pas en cause. Mais en fait, je dirais qu'il faut plus aller vers du local, vers des micro-grids au pluriel. Réseau d'eau, réseau d'énergie, réseau de déchets. Tout à l'heure, on a parlé de commun. Donc ça fait partie de ces grids. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est le début d'une vraie mutation. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on va pouvoir enclencher cette révolution dont parlait Stéphane Fay. Et je pense qu'il faut démarrer par les réseaux. Pourquoi les réseaux? Parce qu'en fait, c'est vital. C'est vital et c'est ce qui fait que c'est ce qui lie tous les habitants entre eux. Et si demain, les habitants d'un quartier sont liés entre eux par les réseaux, c'est-à-dire qu'on a mis en place des modèles économiques où ils sont eux-mêmes copropriétaires ou co-actionnaires de ces réseaux, et bien dans ces cas-là, avec une économie de l'usage et non pas de la propriété, je pense qu'au fait, on aura franchi un grand pas. Et là, il y a des innovations juridiques qui existent, les SIC, les sociétés coopératives, qui sont vraiment une nouvelle alternative pour que quelque part les citoyens d'une zone, au-delà du droit de vote, aient une appartenance et une détention entre guillemets du bien commun. Et là aussi, on est en train de tester ces approches-là. Merci Étienne, parce que pour information, peut-être que vous faites allusion à la même expérimentation, il y a le projet Microville 112 qui est là, qui est fait créer une ville une ville micro sur la base aérienne 112 de Reims. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller vers ce schéma-là, avec des nouveaux modèles économiques, et c'est une SIC. Effectivement. Alors nous, c'est une SIC qui est à la Maillerie, encore cette requalification de friche. C'est important. Oui, c'est très intéressant. Avec des collèges qui interviennent et une sorte de démocratie participative ultra-locale qui réfléchit quels événements on veut, quels services on veut amener. Et on est au-delà des problèmes qu'on peut imaginer de copro, où à un moment donné, dans une opération immobilière, on amène une conciergerie, c'est super, beau service, et puis à la première AG de copro, oh là, ça coûte un peu cher, et clac, c'est fini. Donc il faut trouver aussi des nouveaux modèles économiques. L'économie sociale et solidaire, je pense, peut aider là-dessus. Et voilà, gérer du commun. On redécouvre les communs, c'est un mot du Moyen-Âge. Non, mais c'est Grégory, vrai. quelques mots Et une économie autour des communs. Très rapidement, et c'est vraiment pour porter la contradiction à Étienne, parce que j'aime bien, je crois que maintenant je me suis fait cette idée. Oui, très bien. Attention toutefois à une chose qu'on vit aujourd'hui quand on voit les copros dégradés et le problème à peu près insoluble que ces ensembles immobiliers aujourd'hui génèrent, c'est qu'il faut penser ces SIC à long terme. C'est-à-dire comment est-ce que ces copropriétés vont assumer les risques économiques et les besoins de réinvestissement. Parce que les opérateurs ont effectivement un certain nombre de défauts en matière de réseau, mais ils ont quand même un mérite, c'est qu'ils sont en général adossés sur la personne publique, qui est un truc un peu intemporel, qui sera encore là après nous, et qui est capable, à un moment donné, de reprendre la main et de dire « bon, je vais réinvestir parce qu'il y a nécessité de réinvestir ». Les copros dégradés nous apprennent qu'il faut penser ce genre de choses, non pas dans l'instant, mais sur des très longues durées. Et c'est en cela que la mode, je le dis gentiment, des SIC me pose question,
Et puis on en parlait avec mon voisin de gauche. Il y a un autre point sur lequel, mais ce sera l'objet d'une autre table ronde, parce que je sens Certainement. qu'aujourd'hui ce sera difficile, c'est l'industrialisation de la construction, y compris quand on est sur site. Parce que vous avez parlé du hors-site, c'est très important, mais sur site aussi, il y a un enjeu formidable d'industrialisation de la construction. Aujourd'hui, la construction est encore un métier parfaitement artisanal, ce qui est assez étonnant. Non au, non au mono-usage. Bien, Les coprodégradées, c'est parce qu'elles font pas autre chose que du logement. Et C'est vrai. voilà, c'est un peu court. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, vous avez été très Alors, clair. Grégory et moi avons prévu. Très clair ou très ennuyeux? C'est selon. Bon, bah écoutez, nous allons conclure. Oui, quelque chose à... Non, mais c'est-à-dire qu'on a parlé pas mal de numérique et on a parlé de modèle économique. Et puis forcément, quelque part, on va parler de gouvernance. Et en fait, je pense qu'il faut, une fois de plus, comprendre que la data est au cœur de cette transition. Et il faut vraiment penser la gouvernance de cette donnée. Aujourd'hui, on l'a vu, on reste encore sur des modèles en silo. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et ce n'est pas un acteur énergéticien. Il ne peut pas avoir la propriété, par exemple, de la donnée des usagers, comme de l'eau, comme tout. Donc en fait, il faut changer complètement de modèle et accepter que la donnée devienne également un bien commun. Également un bien commun. C'est fondamental. Et qu'elle soit accessible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle que tout industriel mette à disposition les API qui permettent justement d'interfacer les systèmes entre eux et permettent de circuler cette donnée, de faire en sorte que cette donnée reste locale et qu'on puisse bâtir des modèles économiques au niveau local pour faire, entre guillemets, péter cette transversalité, enfin ces silos et créer cette transversalité. Alors ça veut dire qu'il faut une gouvernance. Il faut une gouvernance aussi autour de ça. Et aujourd'hui, juste pour conclure, oui, c'est-à-dire que la donnée doit être au niveau local. On va parler de mini data center au niveau du bâtiment, au niveau du quartier. Et on va parler de nouveaux métiers qui vont gérer ces mini data centers, qui vont gérer cette donnée, qui vont être des tiers de confiance partagés entre citoyens, publics, privés. Et moi, je vais parler d'un nouveau métier qui peut être le Digital Community Manager ou le chef de village numérique. Parfait. Emmanuel? Peut-être pour finir sur une note positive vis-à-vis de la data, et pour la data immobilière et urbanisme, sur lequel Builders a réussi à se construire, peut-être un petit cocorico pour la France, finalement, puisqu'on a un modèle, mine de rien, qui nous oblige, qui oblige en tout cas les acteurs publics à être redevables de leurs données, de l'ensemble des citoyens. On peut bénéficier d'énormément d'open data en France sur nos sujets. C'est très peu le cas à l'échelle européenne, il faut le savoir. On est quasiment un des seuls pays où les équivalents du plan local d'urbanisme sont à 2 communes près en Ile-de-France disponibles, et en plus dans la plupart des cas dans des formats qu'on peut réutiliser. C'est à partir de ce substrat qui d'une part est rendu aux citoyens et d'autre part nous permet nous ensuite de construire des intelligences artificielles, de construire des outils qu'on va pouvoir remettre entre les mains de chacun, parce que l'open data toute seule c'est pas le coup, c'est quelle data pour quelle décision, dans quelle interface qui soit facilement utilisable par des humains qui n'ont pas envie d'être tués par des millions de complexités, mais qui ont envie d'avoir la bonne information pour prendre une décision. Et aujourd'hui, ici, c'est possible. C'est une belle conclusion. Un rapide petit tour de main, quelques mots, chacun. Je prends le relais avec plaisir. Moi, j'ai envie de rebondir sur cette notion de commun, parce que je crois que si on peut espérer que la pandémie du Covid a changé un tout petit peu quelque chose, c'est quand même cette notion de destin commun. Et j'ai quand même envie de repartager sur le changement climatique. Parfait. Parce que ça, c'est un destin commun qui est sûr à 99,9% maintenant. Il était sûr qu'à 99 il y a 3 ans, qu'à 95 il y a 10 ans, etc. Donc ignorer ce scénario comme le destin commun, c'est être sûr de se planter. Et donc, il faut aussi travailler à ce destin commun sur nos sites et en assurer la résilience. Parfait.
Alexandre? Oui, Rapidement. Merci, j'ai toujours parlé la dernière fois. Alors, ouais, rapidement, non, mais le sens du commun, moi, c'est de recréer la solidarité du village. Moi, je me souviens, mes parents, l'un qui avait une entreprise industrielle dans une petite ville de 1000 habitants, il embauchait la personne qu'aujourd'hui, ou les deux personnes qui aujourd'hui sont accompagnées avec du RMI hier, du RSA aujourd'hui, etc. Il y avait cette forme de solidarité là, parce qu'effectivement, il y avait ces lieux de rencontre, et puis on pouvait le faire encore à l'époque. Alors, on va dire que c'était mieux avant, mais en tout cas, on doit le réinventer, effectivement, c'est un sujet. Puis il y a un deuxième sujet, parce qu'on parle beaucoup de concertation, je vais très vite. C'est Jean Viard qui a fait une proposition, mais je la trouve intéressante, elle est très provocatrice, qui dit que pour les élections municipales, il devrait y avoir les habitants qui votent, mais aussi les salariés qui viennent travailler sur la ville où ils sont. Et je trouve, c'est un sujet, en région parisienne, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on a un problème d'échelle de gouvernance par rapport à la décision de l'acte de construire. Grégory, un dernier mot? Oui, c'est bien, parce que je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit par mon voisin. Dire que tu es d'accord. Hein. Alors, il y a un point sur lequel je suis définitivement pas d'accord, mais c'est sans doute parce que je suis juriste. Le commun, il a vocation, en tout cas dans la Constitution qui est la nôtre, à être protégé par justement les personnes publiques, l'État et les collectivités territoriales. Et je pense qu'il faut que les collectivités territoriales en particulier, puisque c'est elles qui doivent être au rendez-vous de ces communs-là, parce qu'elles sont au bon niveau, à la bonne échelle, doivent justement s'approprier cette data. Je pense que ce n'est pas seulement le problème de la disponibilité de la data, c'est celle de son utilisation. Et je rejoins ce que disait Emmanuel là-dessus. De la data disponible, il y en a plein, vraiment beaucoup. Le problème, c'est son utilisation et sa mise en forme et sa réappropriation par les collectivités territoriales pour qu'elles, justement, garantissent ce bien commun et qu'elles recréent, grâce aux outils numériques, cette vie de village à une échelle qui soit une échelle acceptable. Et je rejoins Jean Viard sur ce point. Effectivement, sa proposition est tout à fait intéressante. Le citoyen d'aujourd'hui ne peut pas être seulement l'habitant. Voilà. Il faut étendre la citoyenneté, en tout cas la citoyenneté locale. Il y a un nouveau modèle à penser là-dessus. Et le numérique peut aussi nous y aider, y compris dans l'acte de voter ou de participer. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci de votre attention. Je vous précise que cette salle va maintenant accueillir la conférence Projet foncier, comment organiser la sécurité contractuelle et juridique, si vous souhaitez rester. Ouais, c'est ce qu'il avait l'air de dire. C'est la première fois qu'on je suis sûr que c'est la première. Non, mais c'est vrai, je suis beaucoup. Alors,